Je vais vous expliquer tout le processus, je dirais brièvement, psychologique, comment on reste collé à l'Internet et avec un achat compulsif. Je vais me baser sur le côté psychologique, étant donné que je suis psychologue de formation. Je vais donc compléter ce que notre collègue Beritima, le sociologue, a avancé. Donc, je vais commencer par une vignette clinique. Il s'agit d'une dame qui reste collée à acheter par Internet des heures et des heures. Elle achetait beaucoup de choses et en dépassant parfois c'est-à-dire le crédit alloué à sa carte. Donc, si on revoit cette personne, on voit que dans son enfance, elle avait sa mère qui lui diabolisait. Elle la diabolise en lui disant de ne rien acheter, il faut acheter juste le nécessaire. Donc, elle avait une éducation très rigide par rapport aux achats inutiles. Donc, cette femme, en devenant grande, elle va acheter excessivement, comme si elle est en train de faire un défi par rapport à l'éducation de sa mère. Elle fait une vengeance en quelque sorte. Donc, mais en réalité, quand elle achète d'une façon excessive, qu'est-ce qui se passe? C'est la banque qui l'appelle et elle lui envoie des notifications comme quoi vous avez dépassé le seuil d'argent autorisé pour payer. Donc, la banque va remplacer la maman qui interdisait auparavant, quand elle était petite, de faire des achats. Donc, la banque, elle remplace aussi la maman, elle remet la dame au droit chemin. Non, vous ne dépassez pas telle somme. Le premier point. Deuxième point. Cette femme, quand elle faisait des achats, elle achète, mais sans les mettre. Elle fait un abus d'achat, mais sans donner de la considération à l'objet. Si on revoit l'histoire de cette femme, on voit qu'elle était délaissée par sa mère. Sa mère a délaissé, dans l'histoire de cette femme, quand elle était petite, elle s'est détachée de sa mère par des circonstances. Sa mère l'a laissée. On revoit la même chose dans sa vie. Elle achète des vêtements, c'est-à-dire qu'elle noue une petite relation, puis elle les laisse. Elle les laisse, c'est par rapport à son vécu auparavant. Elle était délaissée par sa mère. Donc, quand elle laisse les vêtements et elle les met pas, il y a le sentiment de culpabilité qui s'installe à chaque fois. Donc, cette femme, elle a une faille narcissique et elle veut combler cette faille par un achat dont elle se montre toute puissance. Je suis là et je peux. Donc, chaque achat impulsif, il y a une histoire derrière et il y a plusieurs facteurs. On ne peut jamais dire que telle personnalité nous donne tel acte pour l'achat. On trouve plusieurs facteurs qui sont en interaction pour nous donner l'acte d'acheter d'une façon excessive. Yani l'achat compulsif. Donc, il y a les dysfonctionnements, les problèmes familiaux, il y a la nature de la personnalité, il y a les moyens socio-économiques, plusieurs facteurs qui vont nous donner ce comportement. On ne peut pas dire qu'un seul facteur nous donne ce comportement parce que l'être humain est complexe. Donc aussi, on va rajouter aujourd'hui les stratégies de marketing, les publicités, les notifications, etc. vont contribuer au comportement de consommateur. La pub, il y a des études en marketing, comment attirer le client pour acheter. Donc je dirais que rien. Donc cet l'achat compulsif, en réalité, il se présente pas seulement chez une personne. Il y a d'autres comportements, je dirais, qui sont morbides, maladifs. Par exemple, on aura quelqu'un qui est addict aussi aux jeux et aux achats, aux jeux électroniques. On a d'autres personnes qui sont, par exemple, ils consomment de la substance et aussi ils sont dans des conduites addictives. On trouve pas généralement cet acte isolé tout seul. On trouve d'autres comportements d'addiction. Donc, je dirais, c'est quoi l'addiction en réalité? En réalité, l'addiction, c'est quoi? C'est une autothérapie. Je me sens mal à l'aise, je me sens pas bien, je vais me faire une autothérapie. C'est
autothérapie, donc je me soigne. Mais cette façon de se soigner, elle est mauvaise, elle est sauvage, elle va m'enfoncer encore plus. C'est pas la bonne thérapie. Mais efficace. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil psychique? L'appareil psychique, normalement, quand on est adulte, c'est rempli avec quoi? Avec une richesse. On a des représentations, on a des affects, on a des émotions. C'est rempli, c'est riche. Il y a une richesse. Chez les personnes addictes, on trouve une carence forte. On trouve que la richesse, elle est inexistante. Il y a une carence, il y a une pauvreté, il y a une fragilité. Il n'y a pas toute cette richesse. Qu'est-ce qu'il fait l'addict? Il s'attache à quelque chose d'extérieur pour continuer à vivre. C'est pour ça qu'il s'attache à cette substance ou à ce comportement qui est compulsif. D'accord? Donc, on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit une situation renversée. Normalement, c'est l'économie qui est au service de l'homme. C'est pas l'homme qui est au service de l'économie. Aujourd'hui, on vit un renversement. C'est l'homme qui est au service de l'économie. Et normalement, c'est l'économie qui soit au service de l'homme. Il y a un renversement de cette situation. Donc, je vais vous parler un petit peu, je ne vais pas lire le tout, hein, seulement quelques, j'ai pas de PowerPoint, j'aime parler sans le PowerPoint, mais comme là, c'est pas pour lire le tout, mais je vais, Madame Win, très bien. Donc l'addiction à l'achat compulsif, c'est exactement la même chose avec la dépendance aux substances. Ça fait au cerveau, les neurosciences aujourd'hui nous parlent des mêmes lésions neuronales au niveau du cerveau quand quelqu'un consomme une substance et quelqu'un qui est accro, par exemple, aux achats ou aux jeux. C'est la même zone qui est touchée dans le cerveau à partir des neurosciences. Donc, c'est la même chose. Addiction comportementale, c'est-à-dire le jeu ou l'achat, c'est la même chose quand on prend de la cocaïne ou de l'alcool, etc. Et comme le craving pour l'alcool, c'est-à-dire on veut avoir plus. Donc, cette addiction aux achats fait mal à la personne et à son entourage. À son entourage, il est tout le temps devant son ordinateur pour acheter. On passe. Donc, les valeurs sociales, donc je dirais que l'achat lui-même était quelque chose de banal. Quand on part acheter aujourd'hui, on achète. C'est un acte quotidien, il ne pose aucun problème. Mais chez quelques cas, quand on dépasse beaucoup de temps, surtout à l'étranger, même aujourd'hui on achète en Algérie par internet, quand on passe beaucoup de temps, ça devient morbide, ça devient maladif. Mais l'acte en lui-même, si on le fait, il est quotidien, il est banal. D'accord? Mais chez quelques personnes, ça devient difficile à maîtriser si on consomme beaucoup de temps à avoir pour faire des achats au niveau de par la connexion, via Internet. On passe. Donc, c'est des pensées irrésistibles et intrusives, c'est-à-dire que je dois ouvrir mon PC et acheter. Achat fréquent et supérieur aux capacités financières. Les personnes parfois s'endettent pour des achats. Ça dépasse les capacités et achats monopolisant plus de temps que nécessaire. Ça consomme beaucoup de temps aussi. Donc, je vous ai dit que parfois on a des difficultés financières. Donc, dans la littérature, on va trouver plusieurs concepts. Achat compulsif, achat excessif, achat addictif ou addiction à l'achat, achat pathologique, achat incontrôlé ou encore shopaholisme, accro du shopping. On voit qu'il n'y a pas un consensus sur un seul terme. Le phénomène, on a trouvé dans la littérature plusieurs concepts. Chaque groupe de chercheurs nous donne un concept. D'accord? Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un seul concept. On passe. Donc, on va parler des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Les hommes achètent en général du matériel informatique, de l'équipement dans le domaine de la vidéo, de la musique, des voitures. Les femmes, qu'est-ce qu'elles achètent? En priorité des produits cosmétiques, des vêtements, des chaussures, des bijoux et de la lingerie.
Donc, les acheteurs compulsifs rencontrent plus de difficultés pendant les fêtes et fin d'année. Pourquoi? Parce qu'ils s'offrent, on n'a pas ça en Algérie, mais fin d'année et les fêtes, ils s'offrent beaucoup de cadeaux, donc ils vont trouver des difficultés parce qu'il y a une panoplie de choix et il faut les acheter. Donc, j'aimerais bien faire cette approche de différence d'achat. On va voir, hein? Une approche différente du processus d'achat. Qu'est-ce qu'on va voir? Comparer les offres, accumuler de l'information. On a beaucoup d'offres sur Internet, on compare. Réfléchir moins, on ne réfléchit pas beaucoup pour l'achat. Les personnes qui sont dans la compulsion, hein? Une approche différente du marché, acheter des produits différents. Acheter à l'étranger, on peut acheter en Chine. Aujourd'hui, vous pouvez acheter à l'étranger. Acheter moins au magasin. Acheter à des particuliers. Chercher à faire des économies, acheter plus, prendre plus de plaisir. On passe. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on a dans l'achat par Internet? On n'a pas la pression et le contact avec le vendeur. Quand on rentre dans un magasin, on a le vendeur qui veut vous influencer et vous faire inculquer l'idée d'acheter. Là, on n'a pas la pression des vendeurs. On a la possibilité de rendre le produit. En Amérique, par exemple, vous pouvez acheter un produit, vous le mettez, après 2 mois, vous le rendez, comme quoi il ne me convient pas. Et il vous rembourse et il vous change le produit. Donc, on a la capacité, la possibilité de rendre le produit, de l'échanger, on n'a pas de vendeur, on a un paiement qui se fait en virtuel et la valeur, on n'a pas pleinement la valeur de l'argent, parce que l'argent, c'est tangible. Quand on touche, on a plus de valeur. C'est pas comme le virtuel. D'accord? Donc aujourd'hui, l'excitation des sacs, auparavant on rentrait dans des magasins, on a les sacs pleins, on a un plaisir, on sent un sentiment de plaisir. Aujourd'hui, par Internet, on n'a pas les sacs pleins. L'excitation des sacs entre les mains se transforme, dans certains cas, en excitation par les achats sur Internet, où l'argent est virtuel. D'accord? Donc, on n'a pas les sacs pleins, mais aussi l'excitation, elle est par les achats sur Internet. On trouve un certain autre plaisir. On passe. Le tonneau des Danaïdes. C'est quoi le tonneau des Danaïdes? C'est un mythe. هذا الميت وش يقول؟ أسطورة. C'est une histoire. وش تقول هذا le mythe? يقول كاين un roi, il avait 50 filles. D'accord? وهذو les filles, elles ont tué leur mari. Donc, il y avait un mauvais sort. C'est le tonneau des Danaïdes. Une passoire. Le كسكاس qui نفرغوا فيه الماء ما يشدش. D'accord? Une passoire. Origine, expression vient de la mythologie grecque et de l'histoire de Danaïde. Qui furent condamnés à remplir d'eau. Parce que قتلوا, donc ils sont condamnés. Pour l'éternité, un tonneau percé pour avoir assassiné leur mari lors de leur nuit de noces. Donc, pourquoi j'ai ramené le tonneau des Danaïdes aujourd'hui? On va voir. L'expression tonneau des Danaïdes peut avoir 2 sens ici. D'une part, elle désigne un individu dépensier, appelé aussi dans le langage familier un panier percé, c'est-à-dire une personne qui dépense sans compter et dont le compte en banque est constamment vide. D'autre part, cette expression est également employée pour évoquer une tâche absurde sans fin. C'est une tâche sans fin. C'est des heures et des heures et des heures à consommer devant un travail à recommencer sans arrêt. La prochaine image, regardez l'image. Le tonneau des Danaïdes, c'est des femmes qui sont en train de remplir à chaque fois de l'eau et c'est troué. Donc, c'est une tâche interminable. Mais c'est ce qui se passe pour une personne qui est collée à l'ordinateur. Elle est en train d'acheter sans se satisfaire. Elle n'arrive jamais à être satisfaite. Donc, on continue. Donc, on est devant une boulimie numérique. Boulimie بالعربية الشراهة. On est dans une boulimie numérique aujourd'hui. C'est la boulimie numérique. N'est-ce que l'internet? C'est quoi? La boulimie, le boulimique, شكون boulimique? On parle du manger. Il se cache pour manger. Le boulimique, il se cache pour manger. Et celui de l'internet aussi, il se cache et il se connecte.
il y a une ressemblance entre les deux. Le boulimique, le vrai boulimique en mangeant, il se cache, et celui-là du numérique aussi, il se cache pour se connecter et passer des heures. C'est une sorte de dévoration, sharaha. Donc, et il se dégage, parce que le boulimique, il se cache par rapport aux membres de sa famille, et là, en numérique, il se cache par rapport, il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de personne devant moi. Je suis dans un monde virtuel. D'accord? Donc, on continue. Donc, la boulimie sert à colmater, à saturer pour rassurer. Donc, la boulimie, c'est je mange pour être rassuré, mais c'est comme un bébé quand on lui donne le biberon, il va nous sourire après la tétée, mais après ça va, il va aussi avoir faim, etc. Ça ne se termine jamais, c'est un cercle vicieux. Donc là, les données épidémiologiques, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous parler des données épidémiologiques, c'est des données statistiques, mais ces données, je vais les joindre avec le côté psychologique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des rajouts. D'accord? Je n'avais pas expliqué dans ma présentation le côté psychique, mais je vais essayer de faire des rajouts. Donc, on a 200 femmes fréquentent un magasin, remplir des questionnaires, ils ont rempli. Parmi les femmes acheteuses compulsives paraissent plus de temps sur les sites d'achat en ligne et avec leur téléphone portable. Donc, par rapport, si on compare le groupe de contrôle, ils n'ont pas ça. Pourquoi les femmes? Les femmes, c'est pour attirer les autres. J'ai souligné, impressionner les autres. Vous savez qu'un hystérique, l'hystéria, c'est quoi une femme hystérique? C'est une femme qui investit énormément le relationnel, et pour arriver à investir le relationnel, il faut que je me fasse belle. D'accord? Donc, on trouve des personnes, des femmes, qui consomment plus de temps parce qu'elle a une composante hystérique. Elle est hystérique, elle veut attirer. Donc, comment attirer? C'est de changer ma tenue vestimentaire et pour nouer des relations et impressionner les autres. Attirer les autres. On passe. Donc, les narcissiques. Les narcissiques, je vous parle de différentes, un petit peu personnalités. Un narcissique qui m'engoule بالدرجة أناني، واحد يحب روحه. D'accord? Un narcissique. Donc, un narcissique, il s'aime beaucoup et il est dans la toute puissance. Il est dans la toute puissance. القدرة الكلية مني وقطع أنا اللي نعرف أنا. Donc, c'est un fonctionnement narcissique. Le narcissique veut aussi faire ses achats. Il est dans la toute puissance et ses achats vont aussi le glorifier, vont lui aussi donner une valeur et il va être dans cette toute puissance narcissique. Donc, cette composante narcissique, on la trouve aussi chez les adolescents. Il s'habille bien pour être reconnu par ses camarades, etc. Donc, on passe à l'obsession. L'obsession, c'est quoi? C'est une idée qui rentre, qui est là, et ça se répète. Par exemple, je me lave les mains plusieurs fois. Là, parfois, on trouve des personnes qui ont cette obsession de réouvrir l'Internet et de faire les achats. Tout ça est lié à l'enfance et à la relation avec la maman. Je ne peux pas vous dire le tout par rapport à la relation avec la maman, mais je vais vous parler seulement sur le narcissique. Parce que quand il était petit, bébé, quand il pleurait, la maman ramène immédiatement le biberon ou le sein. Donc pour lui, c'est lui qui a ordonné la maman et elle a vite ramené le biberon ou le sein. Donc ça commence, là il est le noyau de cette toute puissance. Et aussi l'inverse est faux. Quand la maman laisse le bébé, elle ne lui donne pas le biberon, ça va aussi créer d'autres pathologies. Donc c'est quoi le juste milieu? Quand le bébé pleure, il faut donner le biberon, mais pas immédiatement. Laissez-le temps, laissez-le pleurer, pas des heures, mais laissez le temps pour ne pas mettre ce noyau de tête de toute puissance. Oui. Donc on trouve je vous ai dit, avec d'autres maladies, avec la comorbidité psychiatrique, on passe. Donc il y a des types de consommateurs fanatiques, consommateurs fanatiques, par exemple au soleil, c'est des collectionneurs.
Donc ils achètent, c'est des collectionneurs. Mais le collectionneur n'achète pas n'importe quoi. Il achète quelque chose de valeureux. C'est pas comme les achats impulsifs. Qarib. Oui, on passe. Extrait de cas clinique. Madame D, je ne peux pas comprendre pourquoi je réagis comme cela. Quand j'étais petite, nous n'avions pas beaucoup d'argent dans ma famille. On devait compter l'argent sans arrêt. À Noël, on avait droit à un seul cadeau. Et maintenant, je n'arrive pas à me contrôler. Comme si l'argent n'avait pas la même valeur qu'avant. C'est un cas. Deuxième cas. MG souffre d'un problème de jeu pathologique. Je vous ai dit que les achats, parfois, ils sont avec les jeux. Et d'achats pathologiques. Il joue à des jeux de grattage et au loto sportif parallèlement. Il achète souvent sur Internet où il se rend compte seulement une fois qu'il reçoit les objets, du montant dépensé et de la quantité d'objets achetés. Il arrive aussi à vendre certains objets sur Internet afin de compenser les dettes, mais les dépenses sont toujours supérieures aux recettes. Là, elle est très bien. Quand je me sens mal, j'ai besoin d'acheter. Je me sens triste, je me sens nulle. Je sens que je n'intéresse personne, que je suis seule. Quand j'achète, je me sens bien tout de suite. Je me sens quelqu'un d'important, digne d'amour. Mais après, la culpabilité arrive. Madame F, on va voir Madame F, 60 000 euros de dette. Fait des achats pathologiques dans des catalogues de vente par correspondance. Elle cache ses achats et les dépense à son mari. Et elle se retrouve avec 60 000 euros de dette sur 6 crédits. Elle ne sait pas comment annoncer la situation à son mari. Malgré cela, elle continue à faire des achats pathologiques pour la maison, pour elle, notamment des chaussures, surtout quand on ne se sent pas bien. Je vous ai dit, c'est une autothérapie, mais elle est fausse, elle est sauvage, cette prise en charge de soi-même. Donc, avant de parler sur la conclusion, j'aimerais bien rajouter quelque chose, que quand on a un fonctionnement, ils ont trouvé que la majorité des cas qui achètent, qui sont accros, ils sont dans la dépression. D'accord? Ils sont dans la dépression, le dégoût, la tristesse, la dépression. Mais je vais vous expliquer le cercle vicieux. Donc la dépression, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter pour se sentir bien. Il achète, la personne, elle achète. Mais après, elle tombe où quand elle achète? Elle tombe dans la culpabilité. Et la culpabilité, c'est le premier élément qui alimente la dépression. Donc, il va revenir à la dépression et c'est un cercle vicieux. C'est une auto-médecine, prise en charge, autothérapie, si je peux dire, mais elle est fausse. Elle est fausse. Donc, conclusion, les achats compulsifs existent depuis l'Antiquité. Bien sûr, chez des rois, c'est pas par Internet, mais ça existe. Ça fait partie des addictions comportementales. Ce trouble se manifeste par des comportements répétitifs, irrésistibles, une perte de contrôle, etc. Donc, il y a une conséquence négative à l'individu et à son environnement, comme la femme qui s'est endettée à 60 000 euros en cachette par rapport à son mari. Les conséquences négatives des achats pathologiques sont bien réelles: escroquerie, dette, problème avec la justice, s'il ne rembourse pas, c'est clair, détérioration des relations, solitude, divorce, tentative de suicide, etc. Des prises en charge existent. À la fin, des prises en charge existent, mais elles doivent encore se développer dans la complémentarité des modèles. Il faut plusieurs modèles, il faut l'interaction de plusieurs modèles, intégrative, intégrer plusieurs modèles pour prendre en charge ces patients, et je vous remercie.